Bonjour, bonjour. On est mercredi? Oui, mercredi 18 mai 2022. Déjà, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, c'est l'été, presque, on y arrive. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en grande forme, que tout va bien pour vous. Ravi de vous retrouver sur ce direct. Comme chaque matin, on est ensemble, des potrons minés avec celles et ceux qui sont en direct, qui ont envie de poser des questions, qui sont curieux de découvrir un nouvel univers, de découvrir une transformation de modèle et de pouvoir interviewer l'invité du jour. C'est comme ça que ça se passe. C'est chaque matin, 7h30, en direct, sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter, pour poser les questions. C'est sur LinkedIn que ça se passe. Et oui, parce que l'API de Twitter, elle est cassée. Voilà, donc j'ai pas les infos. Bonjour à vous tous, bonjour à Laura et bonjour à Anne qui nous ont rejoints de bonne heure et de bonne humeur. C'est parti, on lance l'enregistrement de la version podcast que vous retrouverez sur Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres plateformes, toutes les plateformes de balado-diffusion. C'est parti, on est parti. Selon le site Définition Marketing, un persona est dans le domaine marketing un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit, d'un service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Le persona est généralement doté d'un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques. Les professionnels du marketing utilisent souvent pour décrire leur persona des critères tels que l'âge, le métier, le sexe, le lieu de résidence, la composition du foyer, l'emploi, les revenus, les aspirations, les envies, les problématiques du quotidien. Si le principe est de plus en plus utilisé par les marketeurs qui travaillent en business to consumer, il est encore trop rare de voir des marketeurs utiliser les personas en business to business. Et ça change quoi d'utiliser des personas en B2B? On s'y prend comment? Quels sont les critères descriptifs à utiliser? Faut-il aussi intégrer les jeux de pouvoir et les jeux d'acteurs propres au monde de l'entreprise? Pour bien comprendre et pour mieux comprendre ce que ça change d'utiliser les personas en B2B, quelles sont les bonnes pratiques et les écueils à éviter? L'invité de cet épisode du podcast est Adeline Lemercier, marketing manager chez Pledzi, solution de marketing automation made in France pour les startups, les ETI et les grosses PME. Bonjour Adeline. Bonjour PPC. Ah, ravi de t'accueillir ce matin, Adeline. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les personas? Alors pour moi donc les personas, c'est vraiment je pense la pierre angulaire, d'une bonne stratégie marketing. C'est vraiment le socle de base, d'une stratégie digitale. C'est vraiment, la première pierre à l'édifice, ouais, pour construire on va dire, une machine marketing, qui va générer des leads, qualifiés, donc des prospects qualifiés pour les commerciaux. Bon, ça, c'est la synthèse. Merci beaucoup. On va creuser un peu plus. En quoi Ouais. c'est très important d'utiliser persona? On peut y arriver si on n'utilise pas les personas ou c'est plus complexe? Je pense que c'est plus complexe et au-delà de la complexité, je pense que potentiellement, en fait, ça peut, enfin, on peut faire fausse route, en fait, si on fait pas cet exercice des personas. C'est pour ça que c'est, pour moi, très important de le faire dès le début, même si on le fait, on va dire, simplement, mais c'est super important de bien connaître son client cible. Généralement, en tant qu'entreprise ou marketeur, on se dit: «Non, mais les clients cibles, je le connais très bien». Mais c'est quand même très important de se poser sur cet exercice des personas au tout début de la stratégie. Quand on arrive, par exemple, quand on est marketeur et qu'on arrive dans une entreprise, qu'on met en place la stratégie marketing ou qu'on arrive pour, l'améliorer et cetera. Pour moi, c'est important de le faire dès le début, parce qu'en fait, ça permet de bien connaître son client cible, de savoir quoi lui dire, quels sont ses points de douleur, de vraiment le connaître pour vraiment, lui adresser les bons messages et d'être présent, là où il est présent. Mmh. Pour celles et ceux qui ne pratiquent pas toujours, pas encore peut-être, cette utilisation des personas, tu t'y prends comment pour démarrer et pour décrire, pardon, ce persona en B2B? Quelles sont les techniques que tu utilises? Alors, donc moi je prône, la simplicité pour, les personas et puis pour, la stratégie enfin une stratégie digitale, au global, hein. Et donc pour cet exercice des personas, il y a différentes étapes. Donc la première étape pour moi, ça va être donc de lister, les clients à interviewer. L'exercice des personas, ça passe vraiment par l'échange avec, ses clients cibles. Donc les clients, ça peut être aussi les prospects, mais, quand on le fait, pour la première fois, je pense que c'est plus simple d'aller, contacter des clients. Donc ça, c'est pas au marketing de le faire tout seul. Il faut vraiment s'appuyer sur, son service client ou, ce qu'on appelle, donc ses CSM.
Et l'idée, c'est d'avoir, une liste de, entre 5 et 10 clients. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de rédiger, on va dire, une trame, avec, bah, des questions clés à poser aux clients. Donc ça, pour le coup, vous pouvez, trouver, pas mal de trames, sur internet. Je pourrais même vous partager, bah, la trame qu'on utilise nous chez Pledis. Ensuite, bah, une fois qu'on a la trame, c'est de poser, on va dire, une interview, d'environ une bonne demi-heure avec le client. Enfin, la dernière étape, c'est à la fin donc de toutes les interviews, de concaténer toutes, les réponses, dans une sorte de, bah, nous on utilise Google Sheet, de poser donc, bah, toutes les réponses, dans une sorte de matrice pour, bah, comprendre un peu quels sont les points similaires entre les différentes interviews. Donc voilà Alors, une et puis fois qu'on après a... Vas-y, j'allais vas-y. Et dire puis après? l'étape finale, qu'on oublie, de temps en temps, c'est la communication en interne, bah, le fait de, bah, présenter les personas en interne dans son entreprise, auprès donc du service client, auprès des commerciaux et même auprès de tous les services, d'une entreprise parce que, bah, même par exemple des devs, la tech, bah, doivent, bah, avoir connaissance de, bah, pour qui, ils font le produit ou, le service, et cetera. Donc ça permet d'aligner finalement toute l'entreprise sur, une même vision, du client. Tu as plusieurs personas ou tu n'en fais qu'un, en général? Alors, donc généralement, il y a plusieurs enfin, une entreprise a plusieurs personas. Si vous avez, plusieurs produits et plusieurs services, ça peut, bah, encore plus complexifier, la chose et ça peut démultiplier les personas. Mais moi, ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est, de se focaliser sur un persona au tout début, de travailler les autres personas, dans un second temps. Mais de faire un persona en premier temps et après d'en faire plusieurs, enfin de faire les autres, par la suite. Mmh. Tiens, Vanessa a dégainé la première ce matin. Mmh. Elle te pose une question très simple. Faut-il aller jusqu'à définir un avatar avec un âge, un état d'esprit, une fonction, un prénom, une position de vie ou on utilise uniquement une personne morale avec un secteur, un positionnement et une culture d'entreprise? Alors, non, bah, généralement d'ailleurs en plus enfin, ouais, généralement ce qu'on conseille c'est, d'aller vraiment, d'y aller à fond, de jouer le jeu à fond, de créer justement cet avatar. Nous par exemple sur notre fiche persona, bah, notre persona a un prénom, elle a une photo, et cetera. Et c'est vrai qu'au tout début quand je l'ai fait il y a 5 ans, cet exercice des personas, honnêtement j'ai pas trop compris, l'intérêt d'aller, bah, jusque-là. Je me suis dit: «Mais en quoi, en quoi c'est important?» et cetera et en fait, bah, je me suis rendu compte, au fil, des années, en mettant en place la stratégie et notamment en définissant la stratégie de contenu, bah, de communication, de promotion, qu'en fait, c'était super important d'avoir ces informations parce que ça va vous donner aussi vous guider, bah, sur, le ton de communication, à utiliser, à employer et puis même si on est en B2B, bah, en fait, on s'adresse à des humains donc c'est super important d'avoir, un avatar derrière, donc voilà. Alors et justement, ces avatars, donc ils donnent une photo Ouais, précise, hein, du client type. Bon, les clients vieillissent, tu remets à jour tes avatars régulièrement? Comment ça se passe? ouais, complètement. C'est clair que, bah, les personas, faut les refaire régulièrement. Donc généralement quand on lit les bonnes pratiques, on nous dit: «Il faut le refaire tous les ans». Bon, je trouve ça un peu compliqué. Nous généralement, on les refait tous les 2-3 ans, parce qu'en fait, bah, au-delà, que notre persona, vieillisse, bah, en fait, la société évolue, les marchés évoluent, enfin, en fait, le marché évolue, et par exemple, bah, là, on a eu un peu, bah, la crise du covid, donc forcément, enfin, c'est un des im enfin, dans la société, il y a des impacts et c'est important, de les refaire régulièrement, ces personas et même vous, dans l'entreprise, en fait, potentiellement, votre entreprise va évoluer, la façon dont vous allez, votre stratégie aussi va évoluer, donc en fait, c'est important de les refaire régulièrement, et je pense que tous les 2-3 ans, c'est bien. Bon, vaut mieux partir sur 2 ans. On part sur 2 ans. OK, Laura, tiens, te pose la question. Elle dit: «C'est pas un peu dangereux de trop avatariser? Parce qu'on finit par croire qu'ils existent vraiment alors que ce ne sont que des représentations de l'esprit». Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense en effet, il faut trouver le juste milieu et il faut peut-être pas aller trop loin. Après, je pense que pour éviter, on va dire, cet effet de bord, il faut pas parler, qu'une seule fois aux clients, aux prospects, lors de ces personas. Il faut garder le contact, tout au long de l'année. Et nous, ce qu'on aime bien faire, chez Pledis, c'est, d'aller assister à des appels téléphoniques, avec les commerciaux, pour, entendre un peu nos prospects ou alors faire des appels avec nos clients. Ou alors, le meilleur moyen aussi de rester connecté, à ses prospects, et son client cible, les événements également. Donc oui, non, faut pas aller enfin, je pense qu'il y a enfin, voilà. Je sais pas comment finir cette phrase, mais non, je pense qu'il y a pas trop d'effet de bord et en tout cas, s'il y en a, il faut rester au contact de ce client cible avec, des échanges avec les prospects, les clients, en dehors de cet exercice des personas. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure? Ouais, pour éviter de faire des erreurs classiques quand on démarre, peut-être qu'on en met un petit peu trop, qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour vraiment réussir du premier coup son avatar? Je dirais donc, de faire simple, parce que généralement, en fait, on dans les articles et cetera, on lit, des méthodos assez complexes ou, en fait, on s'en fait toute une montagne avant de commencer et je dis ça parce que, moi, la première il y a 5 ans, je me disais: «Oh là là», je voulais pas les faire tout de suite mes personnages, je me disais: «Ça va être trop complexe, ça va être long, je vais jamais m'en sortir». Donc faire simple, commencer simplement, sélectionner que 5 clients, si vous êtes seul au marketing et que vous avez pas, trop de bande passante et vous allez voir, en fait, vous allez vouloir discuter avec plus de gens que ça et enfin, ça va vous mettre vraiment le pied à l'étrier. Ne pas attendre, parce que généralement, les entreprises, en fait, se disent: «Il y a pas besoin des personas, donc je commence à mettre en place les bases, de ma stratégie sans faire, cet exercice-là». Mais pour moi, donc je pense que c'est vraiment le premier point de départ et après en autre conseil, donc très opérationnel, sur, les interviews. Quand vous préparez votre trame, faites attention à ne pas, lister trop de questions. Nous, ça nous arrivait, on voulait avoir, enfin on a posé beaucoup, beaucoup de questions et en fait généralement, ça dérive et cetera donc sélectionnez bien les questions, que vous voulez, poser, et puis de toute façon, lancez-vous et après en fait vous ajustez au fur et à mesure. Mmh. Tiens, Vincent, justement, tiens, rebondit et dit, quels sont les 3 critères les plus importants à identifier, pour un persona selon toi? Alors, pour moi, le premier ça va être, ce qu'on appelle donc les points de douleur. Les points de douleur, je pense que ça, c'est vraiment les points de douleur de votre cible, c'est, le premier point, à identifier. Ensuite, je dirais, les solutions que vous, vous apportez, en tant qu'entreprise. Comment vous répondez à ces points de douleur? Et le troisième point, c'est tout l'aspect communication. En fait, quelles sont un peu leurs habitudes? Quels sont leurs réseaux sociaux préférés? Sur quoi ils se renseignent? Ils font de la veille? À quel moment? Ça va vous donner pas mal de billes, en fait, pour savoir, bah, qu'est-ce que vous devez faire en priorité au niveau de l'acquisition. Mais le Mmh, en premier, priorité. enfin le Mmh. point le plus, important pour moi, c'est vraiment, les points de douleur. Parce qu'aujourd'hui, dans une stratégie digitale en B2B, c'est primordial de se poser, de faire du digital et pour faire du digital, faut créer du contenu et ces contenus-là, vous pouvez plus en fait parler que de votre produit, de votre service, de votre entreprise. Faut vraiment, adresser les points de douleur de vos prospects. Donc ouais, le point clé à bien retirer de cet exercice, ça va être les points de douleur. On démarre par les points de douleur. Oh là là! Ouais. Bon, tiens, Vanessa, rebondis et te dis, tiens, la détermination du persona, plutôt dans la tech, incombe-t-elle à l'équipe produit ou plutôt à l'équipe marketing? C'est une bonne question. Pour moi, c'est plus l'équipe marketing, qui doit, driver cette partie-là. Après, par exemple, là, on a sorti un tout nouveau produit chez Pleddy qui s'appelle Pleddy One,
qui est un outil, freemium, et donc dans la création de ce produit-là, c'est le produit qui a mené, on va dire et qui a créé les personas. Donc ça dépend, on va dire, de votre produit, de votre business model et à quoi va servir vos personas. Parce que donc là, en fait, moi, j'ai parlé des personas pour, une stratégie marketing et comment on l'utilise pour, faire de l'acquisition, générer des nouveaux clients. Mais par exemple, il y a cette autre versant sur, créer des personas pour savoir, en fait, comment on construit le produit, comment on construit le produit. Donc ça peut être porté par le produit. Tiens, Isabelle, creuse un peu, si on parlait des pain points, hein, des points de Ouais. douleur. Elle te demande, on se fonde sur des études, sur des statistiques, ça lui semble toujours un peu empirique cet exercice. Qu'est-ce que tu lui réponds, Isabelle? Alors non, pour le coup, enfin, il faut aller, demander, direct, aux clients, quels sont un peu, leurs points de douleur, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs défis aujourd'hui, sur leur poste, qu'est-ce qui les motive le plus? Enfin, pour moi, faut laisser de côté, les études, et justement, pour, s'éloigner du côté empirique et rien de mieux que, de remettre les pieds sur terre et d'être, très, pratico-pratique en allant échanger, avec ses prospects, ses clients. Et c'est pour ça que pour moi, enfin l'exercice des personas, ça passe avant tout par l'échange et c'est pour ça que le premier point c'est, ouais, c'est de faire des interviews. Donc, on fait les interviews, on a fait le portrait chinois, hein, j'appelle ça comme ça, moi, Ouais. de notre persona. Question de Jean-Emmanuel. Adeline, elle est très personnelle. As-tu déjà rencontré par hasard ton persona? Ouais, complètement. Complètement, complètement, je l'ai rencontré un peu moins, ces dernières années avec le covid, mais là je le rencontre, souvent lors des événements. On aime bien organiser des petits déj, participer à des événements marketing, et sinon, l'autre moyen de le rencontrer, ça va être aussi les webinaires. Nous, on aime beaucoup faire les webinaires, des webinaires chez Pledis, on en fait généralement un par mois, ou alors on va lancer, d'autres petits événements. Par exemple, là, on a lancé des Pledis Décode, et donc pour moi, voilà, enfin, c'est les endroits où on les rencontre et en fait, on se rend compte que, le persona qu'on a dessiné est en fait très représentatif de la réalité. Voilà. C'est parfait, c'est bien ça, donc ça match en fait avec la réalité. Moi, j'ai l'impression de voir une jolie photo et puis de se dire finalement, de temps en temps, on va voir aussi les gens qui sont sur la photo pour voir s'ils ont un peu changé, Ouais, s'ils ont un peu évolué, si on avait complètement. bien perçu ce qu'ils faisaient. Adeline, mille merci d'avoir participé à cet épisode du podcast. Un grand merci à toi. Merci à toi pour l'accueil, c'était génial. Eh ben, formidable. Merci, aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé pendant ce direct. Vos questions font l'émission, c'est important. On se retrouve demain matin à 7h30. Un beau sujet demain. On va parler d'adoption. Eh oui, adopter une vigne française. Ça change quoi dans le modèle? On en parle ensemble en direct avec Morgane Suquet. Ça sera notre invitée demain matin. Elle est cofondatrice de Cuvée Privée, la plateforme qui permet aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant de recevoir les fruits en bouteille. Oh là là, à consommer avec modération. On se retrouve demain matin, 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ah, ciao, ciao, ciao.